comme tu le dis, Oui. et non comme un texte de fondation d'un projet de société ou d'une vision d'un État moderne, etc. etc. Oui, oui. Est-ce que je suis fidèle Très très clair. je suis fidèle à tes... Absolument. Très bien. Il faut savoir que ce qui a la seule structure qui a été préconisée par l'appel du 1er novembre, la déclaration du 1er novembre, ce qui était prévu, c'est, il dit, nous avons créé une structure qui s'appelle FLN-ALN. FLN, c'est plus ou moins politique, ALN, c'est l'armée. L'organisation armée du FLN. L'organisation armée du FLN, et qui sont confondues dans l'appellation. Ce qui montre bien qu'il n'y avait pas de séparation. C'est-à-dire, un militaire pouvait faire de la politique. Chez les promoteurs, il n'y avait pas de séparation entre le militaire et le politique. C'était important. Or, dans le congrès national, c'est ce qui va se passer. Il faut séparer le militaire du politique. Et le militaire doit être soumis au politique. Voilà. Est-ce que c'est séparer ou soumettre le militaire au politique? C'est différent. C'est séparer et soumettre le militaire au politique. C'est ça l'innovation du congrès de la Souma. Mais pourquoi cette idée de la soumission donc, du militaire au politique? Pourquoi? Qui est-ce qui l'a pensé? C'est Ben. Est-ce que c'est parce que Ben n'a jamais été militaire? Est-ce qu'il n'avait pas de force derrière lui? Qui? Pourquoi déjà ils avaient posé en 1956 cette histoire de relation entre le civil et le militaire? Je suis très pragmatique. On me dit que c'est Ben. Moi, j'ai rien lu d'Alban. Je vérifie quiconque nous montrer un seul texte écrit par Alban. Mis à part les lettres de circulaire, de directive. De type organisationnel. Je n'ai jamais lu un seul texte d'Alban Omar. Jamais. Qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une programmation réfléchie, pensée, élaborée en tant que véritable idéologie de la révolution. C'est-à-dire que tu veux dire que l'idée même qui renvoie à cette philosophie, entre guillemets, de la charte de la Soumam, qui pour les gens, du moins en général, pense que c'est dû à l'effort intellectuel, personnel de Abban Hamdan par exemple. Tu penses que c'est plutôt une fabrication post-indépendance? C'est un mythe, mais pas une réalité? Dans le groupe qui s'est retrouvé au congrès de la Souma, on peut tout de suite savoir qui était. On le sait. Ça, au moins, on le sait. Il y avait des baroudeurs. Clé, Oman, baroudeurs. Il y avait les militants politiques. Sachant que les anciens baroudeurs étaient déjà en prison. Bien sûr, voilà. Je ne parle pas de... Et alors, Krim et Omran comme baroudeurs. Omran comme baroudeurs. C'est des types de terrain. D'accord. Il y avait, dans le noyau, il y avait des politiques qui n'étaient pas des baroudeurs, mais qui étaient des politiques. C'est Ammar Ousgan, qui servait de secrétaire. Et il y avait Abban, qui sortait moins d'un an de prison. Et il y avait l'Arbi Ben Mehdi. D'accord. L'Arbi Ben Mehdi, comme Abban, ne nous a laissé aucun écrit à ce jour. Maintenant, si la famille détient des documents, des témoignages. Je crois que c'est très utile. Donc, si nous voyons du point de vue des capacités intellectuelles, pas au sens de valorisation par rapport, qui résulte d'une pratique politique, ça doit rester dans le trio Ousgan, Ben Mehdi, Abban. Ben Mehdi et Abban. Peut-être que ce sont ces trois-là qui, quelque part, ont élaboré. Alors, il y a beaucoup de mythologies qui ont été construites. Ammar Ousgan est un militant politique que tout le monde connaît, chevronné, ancien membre, ancien responsable du Parti communiste algérien, qui a fait sa trajectoire, etc. On dit beaucoup que Abban était le mieux placé parce qu'il avait la première partie du bac. Mais Ben Mehdi aussi avait un bac. On l'oublie. Pourquoi à ce moment-là? Est-ce que le bac de Ben Mehdi vaut moins que celui d'Abban? C'est insensé. D'ailleurs, tout le monde reconnaît les grandes valeurs, aussi bien intellectuelles qu'organisationnelles, que la légitimité même, que le crédit qu'avait un certain Ben Mehdi.
Indiscutablement. Et le fait d'avoir accepté de collaborer, et pas seulement accepté, mais d'adhérer totalement à la vision de Abdel Ramadan, c'est quand même un sens. Ça produit un sens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lequel ils sont fondamentalement d'accord. Mais comment tu expliques maintenant, indépendamment du fait historique, par rapport à la plateforme de la Souma, comment tu expliques maintenant aux gens, à ceux qui se réfèrent, parce qu'en Algérie d'aujourd'hui, il y a deux références dans l'imaginaire politique de l'ensemble de la classe dite politique. Tout le monde, laïque, républicain, islamiste, communiste, j'allais dire nationalo-démocrate, enfin toutes ces appellations un petit peu bizarroïdes dans le contexte politique, nébuleuses dans le contexte politique algérien, mais tout ce monde-là se réfère majoritairement à la déclaration de novembre, mais du camp, par exemple FFS, RCD, etc., il y a une référence claire et nette à la charte de la Soumam, à la plateforme de la Soumam. Comment tu expliques à ces gens-là que la charte de la Soumam, la plateforme de la Soumam, ne peut pas, comme tu viens de le dire, être fondatrice d'un projet de société post-indépendance? Parce que cette lecture est victime de la fabrication identitaire à laquelle l'Algérie a souscrit malheureusement à partir de 1962 et qui hypothèque toute lecture de l'histoire. Fabrication par qui? Fabrication par ceux qui détiennent actuellement le pouvoir. L'opposition faisant de la Kabylie un cas particulier dans un ensemble algérien qu'on a voulu par ailleurs présenter comme arabo-musulman, sunnite, et faisant de la Kabylie comme une sorte de province de la France parce qu'elle a reçu des centaines de travailleurs immigrés qu'elle a formés dans un esprit républicain, dans un esprit de syndicaliste, dans un esprit de révolution démocratique, etc. C'est faux. Les deux textes ne sont pas contradictoires, ils ont des objectifs différents. Le premier a un objectif de lancement d'un processus élitaire populiste. Le second a comme objectif la mise en place d'une structure de commandement, d'organisation et de contrôle. C'est clair, c'est net et c'est précis. La deuxième ne pouvait pas exister sans la première. La première a été l'œuvre de militants révolutionnaires qui ont été dans le feu de l'action pendant très longtemps, qui étaient très souvent dans leur écrasante majorité, des clandestins. Les autres, il faut rappeler une chose, à travers un certain nombre de gens, Ammar Ousgane était dans la vie civile en 1956. Il a assisté à la conférence de Camus au cercle d'Arc. Plus tard, le premier président du GPR à Abbès était président de la conférence, de la réunion qui a fait l'objet de la conférence de Camus pour un appel pour la trêve syrienne. Donc, le problème, c'est que l'élément qui a sans doute essayé de tirer à lui cette affaire, c'est Abdel Ramadan. Du moins, c'est la lecture qu'on nous propose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la personnalité que nous connaissons aujourd'hui d'Abdel Ramadan a été préfabriquée. Je m'entends, je m'explique. Voilà, c'est important. Je m'explique. Elle a été préfabriquée par quoi? Elle a été préfabriquée par Yves Courrière, sur la base des versions qui lui ont été données des conflits à l'intérieur du mouvement révolutionnaire algérien de la période de la guerre par Karim Belkacem. C'est une lecture. Yves Courrière, pour écrire ces textes, a travaillé avec Karim Belkacem comme principale source. Mais comment là tu dois m'expliquer. Comment le travail qui a été fait par Yves Courrière en collaboration avec Karim Belkacem, et tu parles de fabrication, de préfabrication. Mais il se trouve que cette préfabrication, elle est glorieuse, elle est importante de la personnalité et de l'image, même du mythe même de Abdel Ramadan. Sachant que la relation, d'après les historiens, d'après les témoignages, que la relation Karim-Abdel a toujours été conflictuelle, d'autant plus que les biographes de Abdel ont travaillé, ont témoigné, nous avons les textes aujourd'hui, qu'Abdel, il traitait toujours Karim Belkacem d'Arioul.
C'est-à-dire que quelque part, il y a un conflit psychologique entre un baroudeur militaire, militant, et un intellectuel, entre guillemets, qui s'appelle Ben Ramdan. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur cette histoire. Ben Ramdan, que je ne connais pas, dont je n'ai rien lu, mais qui a pris en charge la structuration du premier noyau d'encadrement de la Révolution, grâce en grande partie à Karim Belkacem, parce que si je n'étais pas Karim Belkacem, pour la meilleure chose, n'est pas du genre à tenir ce type de propos sur Karim. D'autant plus que Karim lui-même était responsable. Bien sûr, c'était son responsable. Oui, oui, oui. Je pense que ce sont des histoires préfabriquées après coup. Après coup. C'est une écriture d'histoire post-mortem. C'est-à-dire, tu veux dire que c'est en fait, c'est Karim Belkacem donc à travers Yves Courrière qui a préfabriqué, qui a construit une image mythique d'un Ben Ramdan. Bon, parce que moi je. D'une certaine manière, oui. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que il est apparu à un moment donné que l'homme intellectuel qui réunit un certain nombre de caractéristiques intellectuelles de penseur et d'organisateur lui est apparu comme étant cet élément-là. Cet élément qui, c'est-à-dire ça, qui jouissait du prestige d'avoir un titre qui, à l'époque, nous sommes dans les années 50, avoir un baccalauréat n'était pas donné à n'importe qui, ça c'est vrai. Et en plus, Karim Belkacem n'était pas dans la mouvance ulama. S'il avait été dans la mouvance ulama, peut-être... Sa référence aurait été autre chose. Aurait été un Ben Mehdi. Par exemple. Parce que Ben Mehdi est le produit de l'association des ulama. Il est allé vers l'autre polarité. Ce n'est pas un problème de régionalisme, pas du tout. C'est un problème de représentation du charisme. Qui est charisme? Qui représente le charisme? C'est précisément celui-là. D'autant plus que le territoire de la Constitution qui permet la mise en place de cette structure à partir du congrès de la Souma se passe en Kabylie. Et la Kabylie apparaît en 1956 comme la région qui sort de la révolution. Comme la région qui porte la révolution algérienne. Et indiscutablement, elle a joué un rôle de premier plan. C'est comme l'a fait par exemple la Wilaya 2 pendant la période de l'essoufflement de la révolution. Absolument. Pourquoi? Parce que la Kabylie était enclavée. Elle est à l'intérieur. La Wilaya 2, probablement, avait, je ne sais pas, un jour il va falloir qu'on consulte ses archives. Elle avait pour mission, probablement, d'acheminement et des hommes et du matériel. Elle ne subissait que les agressions du colonialisme et des forces coloniales. Elle n'avait pas toujours l'initiative, d'autant plus que la seule initiative qui a été prise en 1955 par Zeroutios a été une malheureuse initiative. Dans ce qui s'est passé à Skida et dans la région de Skida. Mais depuis, le Nord constantinois a servi de base de repli et de passage. Les deux wilayas qui ont joué vraiment jusqu'en 56-57 des rôles cardinaux, la 2 et la 3. La 1 et la 3. La 2 était une zone de passage qu'il fallait absolument protéger, qu'il fallait surtout éviter de la mettre sous les feux de la rampe et par conséquent sous les feux de l'ennemi. La 4 était en constitution, elle avait été décapitée. La 4 a fait l'objet malheureusement de cette sinistre histoire de Cobus. Oui, effectivement. Belhadj qui est membre des 22. Voilà le type. Voilà un débat aussi. Voilà un débat aussi. Bien sûr. C'est Cobus qui était le fabricant du manuel de paramilitaire et qui était de Blida. Et ce Cobus-là était membre du 22. Pourquoi Mchaf, et au nom de quoi, a décidé que ce soit 20 ou 21. Que ce soit 20 ou 21. Enfin. Bref. La théorie des nombres. La théorie des nombres s'en contrefuse d'une certaine manière. Mais toujours est-il que dans la Wilaya 4, il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes à telle enseigne que c'était la Wilaya 3 qui l'avait prise en charge. C'est au Hamal, pratiquement, quand Bétat a été arrêté,
c'est Oman qui pratiquement a dirigé la Wilaya 3 en attendant l'émergence d'un commandement.